Salut les amis, ici Nicky Doll, on est sur In Power et j'espère que cette conversation vous plaira et n'oubliez pas de vous abonner juste là. Voilà. À bientôt. Just trust yourself, you'll get there. Aujourd'hui sur In Power, je reçois une reine, et pas n'importe laquelle. La drag queen Nicky Doll est mon invitée cette semaine. She's here. Nicky Doll, aussi connue sous le nom de Carl Sanchez, est la présentatrice du programme iconique Drag Race France. À 18 ans, je me suis autorisé à plus être artiste et de juste être gay. Je suis devenu un homme en m'habillant en femme. Comment tu as créé Nicky? Et c'est là que j'ai vu pour la première fois des drag queens. Je dis toujours que le drag c'est un doigt d'honneur glamour à la société. What you gonna say, bitch? What you gonna do? Comment s'affirmer dans un monde qui nous pousse à la conformité? Comment devenir une référence dans son domaine? Comment dépasser les obstacles qui se présentent en travers de notre chemin? En fait, c'est devenu comme une drogue. Je bosse non-stop parce que je sais jamais de quoi il fait demain. Je pense qu'il faut que j'aille voir un psy parce que ça va pas du tout. Bah tiens, Drag Race. Oh, you have to apply, you have to audition. C'est l'Olympique du drag. Bah toi, ta couronne, ça va être ta carrière. I think I did that. La meilleure des revanches, j'ai envie de dire. You said it, not me. Je sais que je vais arriver quelque part et j'y vais porte par porte. C'est égoïste la beauté. Je le fais parce que quand je me regarde dans le miroir, je me dis I would fuck you. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Nicky Doll. Bonjour Nicky. Bonjour. Comment vas-tu? Écoute, ça va. Il fait chaud mais pas trop. Et puis on a un été pas mal qui s'annonce. Tu fais quoi cet été? Bah écoute, je vais shooter la finale de la saison 3 de Drag Race France. Et je vais pas du tout partir en vacances parce que j'ai une tournée américaine qui commence le 20 juillet. Ok. Et puis voilà, on va bosser, on va faire du drag en été, ça va être fun et humide. Quand t'étais enfant, est-ce que t'aurais imaginé avoir cette vie à 30 ans? Non, je m'attendais forcément à faire quelque chose d'artistique, je m'attendais à faire éventuellement de la scène. Je savais que ça allait être coloré. Je pensais pas que j'allais mettre toutes les couleurs sur le visage. Mais je pense que l'enfant, s'il voyait ce qu'il était devenu, je pense qu'il serait plutôt content. Tu l'as vécu comment ton enfance? Quels souvenirs t'en gardes et quelles questions tu te posais? Wow, on a combien de temps là? On a 1h30. J'ai vécu mon enfance relativement bien. Je pense que j'ai trouvé, comme on disait tout à l'heure, j'ai trouvé un peu mes codes pour que ça fonctionne. J'en garde de bons souvenirs parce qu'encore une fois, j'ai réussi à être dans ma zone, à trouver mes propres repères. Après, c'est vrai que c'était pas forcément simple d'avancer sans pour autant avoir des modèles qui me ressemblaient, que ce soit queer alors que j'étais pas encore forcément conscient. Ça dépend de l'heure et du nombre d'heures passées en make-up. D'être queer, mais passer cette étape-là, je pense que ça a été assez simple. À partir de quand tu commences à te poser la question? À partir du moment où on n'arrête pas de me la poser. Je pense ouais. que c'est le moment où je me dis mais c'est fou, il doit y avoir quelque chose de bizarre avec moi parce que apparemment tout le monde trouve que je dénote. Et en fait, à force qu'on me pose la question, qu'on me demande si j'étais une fille, si j'aimais les garçons, alors que j'avais 6, 7, 8 ans. Ah ouais, oui, très tôt. jeune. Très tôt. Okay. Après, pour leur défense, j'étais loin d'être le garçon le plus macho du monde. C'est pas plus mal. Oui, exactement. Mais donc, je pense que ça a clairement éveillé un peu mes soupçons, de me dire il y a forcément quelque chose il faut que je creuse un peu pour savoir vraiment pourquoi je suis différent. Parce que en fait, quand toi tu nais dans ton propre corps, tu te rends pas forcément compte qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que c'est la seule réalité que tu connais. J'ai été forcé à me poser ce genre de questions. Comment est-ce qu'on creuse ces sujets? Bah déjà, on doit prendre son mal en patience parce qu'on n'a pas forcément tout de suite les réponses. Je suis né en 91, on n'avait pas forcément tout de suite les supports médiatiques aussi pour pouvoir se voir, que ce soit à la télé ou se lire dans un livre. On clairement pas s'identifier dans le programme scolaire parce que les gens comme moi, on était inexistants à l'école. Et donc ça a pris du temps. Je pense qu'on a fait pas mal d'avancées. Alors j'ai pas 75 ans, mais je pense qu'on a pas mal évolué, même s'il y a encore beaucoup de boulot. Mais je pense que maintenant les jeunes peuvent s'identifier et s'individualiser beaucoup plus tôt. C'est vrai que aujourd'hui, en fait, le mérite est qu'on autorise aux gens de se poser la question. Je trouve qu'il y a un côté où avant c'était beaucoup plus caché, beaucoup plus tabou, et donc c'était subi. Alors qu'aujourd'hui, c'est presque une invitation qu'on a quand on est adolescent, à cette période notamment où voilà, on se construit, de réfléchir à qui on est vraiment. Comment t'as trouvé ces réponses, toi? Déjà, j'aimerais bien qu'on soit dans une société où on invite les gens à le faire. Je pense que la société n'a pas eu le choix.
grâce ou à cause, en fonction du parti qu'on vote. Donc, voilà. Avec Internet, on n'a pas eu le choix parce que du coup, la représentation, elle se retrouvait sur tous les écrans. Sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Et du coup, la jeunesse qui passe beaucoup de temps du coup, sur Internet a eu accès à cette éducation, à cette connaissance que les adultes n'ont pas voulu du tout partager avec les nouvelles générations. Donc, je ne sais pas si on les a invités, mais en tout cas, on a définitivement poussé la porte pour le faire. Et ta question, c'était, pardon ? Et la question, c'est toi, comment ça s'est passé ce processus de réflexion autour de ton identité, sachant qu'à l'époque, du coup, tu avais beaucoup moins accès à cette pluralité aujourd'hui d'identité, de genre et de représentation. Alors écoute, moi, malgré que je sois drag queen, etc., je pense que j'ai un cursus genre qui est quand même assez classique. Je me suis jamais senti pas à ma place dans mon corps, ou j'ai jamais eu un problème identitaire. Par contre, c'est vrai que pour explorer mon orientation sexuelle, ça a été donc ça a pris du temps, ça a été instinctif parce que du coup, il y a un feeling avec des personnes, des garçons notamment que tu vas rencontrer, que j'ai rencontré assez tôt d'ailleurs. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé du coup à voir dans les médias. J'ai vu une série que j'adorais qui s'appelait Queer as Folk. Qui est une série américaine, qui est à la base anglaise, qui ensuite a été reprise par les Américains. La version américaine est meilleure, je suis désolé les British. Et c'est ça qui m'a vraiment donné un peu cette bible de ce qu'était en fait ma communauté, qu'il y avait d'autres personnes comme moi, et que passé l'âge adulte, j'allais pouvoir explorer tout ça. Parce que j'ai regardé cette série, j'avais peut-être 16 ans et demi, 17 ans, et j'étais encore bien dans le placard. Comment est-ce que ça se passe le moment où tu as enfin, finalement, la liberté d'être qui tu as envie d'être ? C'est genre 18 ans, ça y est, ciao, je décide d'être vraiment qui j'ai envie d'être ? Ou c'est vraiment, je sais pas, des étapes et un processus ? En fait, je pense que à 18 ans, je me suis autorisé à plus être artiste et de juste être gay. Parce qu'au début, j'étais spécial, poète, émo. Voilà, j'ai sorti tous les artifices possibles et inimaginables pour couvrir le fait que en fait, j'étais juste queer et que j'avais pas forcément besoin d'écouter Simple Plan ou Green Day pour être autorisé à avoir ce côté un peu plus androgyne. Et à 18 ans, je suis parti donc de ma famille, j'ai pris mon envol, je suis arrivé à Paris pour mes études et c'est le moment où je me suis autorisé à vivre à fond ma vie. Et à l'âge de 19 ans, quand ma mère est venue me voir à Paris, je lui ai du coup fait mon coming out et ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que je pense qu'on a, en tant que personne queer, on a toujours peur que les personnes qu'on aime le plus nous rejettent. Même si ma mère m'a jamais envoyé les signaux que ça pourrait être éventuellement ma réalité, on n'est jamais à l'abri. Donc du coup, j'attendais de pouvoir être indépendant financièrement, chose que j'étais pas parce que je galérais bien comme il faut à 19 ans. Mais pour que s'il y a vraiment cette déception sentimentale, que je puisse au moins avoir un toit sur la tête. Tu faisais quoi à 19 ans ? À 19 ans, j'étais en licence Infocom à Paris 8 parce que je pouvais pas me payer les FAP et je travaillais dans un bar gay le soir. Voilà, donc de 17h à 2h du matin, je bossais dans un bar et à 7h du matin, je prenais la 13 pour aller jusqu'à Saint-Denis. La meilleure ligne, finalement. Meilleure ligne, meilleure vie, pire compte en banque, tout ça allait très bien. Et t'arrives à... C'est ce qui m'interpelle pas mal dans ton parcours. J'ai l'impression que t'as toujours su que t'allais faire quelque chose de grand. Je sais pas si j'ai toujours su que j'allais faire quelque chose de grand, mais j'ai toujours su que j'allais faire quelque chose avec passion. Et je sais que j'ai toujours voulu retrousser mes manches et me donner à fond dans ce que je voulais faire. Je voulais être dans l'événementiel, donc je pensais que j'allais m'occuper de célébrités, d'événements, etc. Je pensais pas être sur le devant de la scène, même si j'ai toujours voulu chanter, j'ai toujours voulu faire de la scène. Je connaissais pas encore le drag à ce moment-là. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé du coup à performer, ça m'a pas surpris plus que ça que je me retrouve dans cette situation. Et j'avais, je pense, les épaules pour me challenger là-dedans davantage. Tu te souviens de ta première performance ? J'aurais bien aimé l'oublier, mais oui, je m'en souviens. Mais tu vas nous la partager. La première fois que j'ai performé, alors en drague, la première fois que j'ai performé, c'était à Paris. J'avais 20 ans, je ressemblais pas du tout à ça, les gens. Tout est possible. Ouais, exactement. J'étais niveau -5 en make-up. Et voilà, c'était un lip-sync bateau sur Burning Up de Jessie J. Et après, pour chanter, par contre, j'ai commencé très tôt parce que je commençais déjà à chanter au bal de fin d'année de mon collège. J'avais 15 ans avec un groupe.
Et la première chanson que j'ai faite, c'était Hey There Delilah de Plain S. White. N'allez pas vérifier sur Instagram. Et est-ce que tu avais tout de suite cette passion pour le chant? Et si oui, pourquoi est-ce que tu n'as pas persévéré ou consacré tes études à cette voie-là? Études de musique, je m'attendais pas forcément à faire ça parce que je pensais pas qu'il y avait besoin d'étudier la musique pour forcément chanter. Par contre, je me suis très vite rendu compte, en fait, quand j'ai déménagé à Paris, c'était parce que je voulais vraiment explorer cette carrière musicale. Je me disais que j'allais devenir Lady Gaga masculin, etc. Finalement, je suis pas très loin. Mais je me suis vite rendu compte, en fait, que c'était un sport de riche de faire de la musique. Et que moi, à l'époque, donc comme je disais, à 19 ans, je pouvais à peine me payer mon loyer. J'avais pas de moyens de pouvoir me payer des maquettes, travailler avec des musiciens. Donc j'ai vite abandonné. J'ai jamais abandonné, mais j'ai mis ça de côté en me disant que j'explorerais cette voie plus tard. Mais ça a toujours été ma passion première. J'ai toujours voulu faire de la scène et chanter. Et cette vraie contrainte financière, elle n'a pas bridé tes rêves? Beaucoup. J'ai même cru que j'allais pas du tout vivre la vie que je rêvais d'avoir. Et pendant des années, j'étais en survie, surtout. Je vivais pas à Paris. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi les gens disaient « Oh, Paris is the most beautiful city in the world ». Moi, je disais moi, je galère, je prends la 13. La goutte d'or, bof. Ouais, voilà, tu vois. Je fraude le métro à Marquet des Poissonniers, enfin, ça va pas, tu vois. Et c'est en fait que en ayant un autre modèle économique dans mon compte en banque que j'ai commencé à vraiment comprendre que Paris, c'est autre chose quand tu arrives enfin à payer tes factures et que tu n'es pas dans le rouge au bout du 5e du mois et que tu peux enfin te permettre un resto, puis 2 restos. Puis tu as des tickets resto, puis tu peux t'acheter une paire de pompes, puis tu peux faire un voyage avec EasyJet, puis après tu peux le faire avec Air France. Ça a été graduel, vraiment. Mais de 18 ans à mes 23 ans, ça a été, t'as pas idée. Ça a été la galère. Mais je regrette rien du tout. Parce que ça m'a vraiment forgé. Quel enseignement principal tu retires de ces 5 années de galère? Qu'est-ce que ça t'a appris? C'est un peu, on dit toujours qu'il n'y a pas assez de jeunes qui vont à l'armée. Je vous dis qu'arriver à Paris à 18 ans en étant fauché, c'est pas mal, c'est le service militaire. Ça m'a appris en fait à toujours retomber sur mes pattes. Ça m'a appris à être hyper vif d'esprit pour pouvoir m'en sortir. Faudrait pas que je dise ça, mais ça m'a appris à voler dans les magasins qui n'avaient pas de caméra pour faire mes courses, évidemment. D'ailleurs, les caméras de surveillance du Monoprix de Passy sont installées grâce à moi, ou à cause de moi. Ça dépend comment on le voit. Voilà, exactement. Mais non, ça m'a vraiment appris à être débrouillard, et surtout, en fait, ce genre d'instinct-là, de survie, on les utilise encore, même quand on n'a plus forcément besoin de survivre au quotidien. Et ça m'a permis vraiment de construire cette carrière et de toujours retrousser mes manches et de ne pas compter mes heures pour bosser. Parce que je prends rien pour acquis, du coup. C'est vrai, ça c'est beau. Hein. Alors c'est beau, mais c'est quand même une malédiction, parce qu'il y a des fois où je devrais justement dire stop, là j'ai besoin de vacances. Ouais. Je pense que Après ça c'est aussi quand t'as pas un employé et que c'est toi-même qui as ton propre compte, je pense que tu le sais aussi, tu veux pas te permettre de devenir fainéante. Et c'est vrai que parce que je reviens de loin, je prends jamais rien pour acquis et j'ai du mal à refuser une opportunité. Non mais t'as raison, il y a clairement savoir aussi connaître ses limites, mais c'est plus le côté ne pas prendre pour acquis, parce que j'ai l'impression que l'adaptation hédonique, qui est un phénomène qui a pour conséquence qu'on s'habitue à la réalité qu'on connaît, en fait, nous contraint, même si par exemple on se dit oh là là, dans 10 ans je rêve de... je sais pas, faire un jogging avec Beyoncé, tu vois, à Central Park. En fait, dans 10 ans, si ça devient notre quotidien, on a rendez-vous avec Beyoncé tous les dimanches, tu sais, parfois, moi, je suis là, genre, mais profite, là, mais ouais. Rends-toi compte, quand même, ce dont tu rêvais il y a 10 ans, mais adaptation hédonique, tu peux rien y faire. Et donc, chez certains, c'est plus prononcé que chez d'autres. En fait, ton cerveau est fait pour s'habituer comme ça à ces différences de réalité. Ouais. Je me rappelle la fois où je me suis vraiment rendu compte que j'avais des fois ce problème-là, c'est quand j'ai fait Bercy. Alors, j'étais pas seul en scène, hein. J'étais invité d'honneur pour la tournée des reines de RuPaul's Drag Race aux US. Et donc, je performe devant des milliers et des milliers de personnes qui hurlent, etc., qui se lavent après ma performance. Et ça m'a même inquiété de pas... Alors,
je veux pas décevoir les fans, mais ça m'a même inquiété de pas ressentir ce que je pensais ressentir à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit, waouh, il va falloir que je me pose et que j'essaye à chaque fois que j'arrive à une étape un peu plus supérieure à mon passé, de respirer 2 secondes et de me dire, tu t'apprêtes à faire ça, c'est fou quand même. Mais j'ai tellement l'habitude en fait de rester pro et de foncer la tête baissée que ma première résidence au Casino de Paris, je me disais, c'est une scène comme les autres, tu vas bosser, tu vas faire ton truc. Mais en fait, à force de faire ça, du coup, tu normalises la scène. Ouais. C'est pas une scène comme les autres. C'est le Casino de Paris. T'es dans une loge qui a été habitée par d'autres artistes incroyables dont tu as été fan auparavant. Donc il faut le kiffer. Ouais. Mais je pense que j'avais besoin de me légitimer moi-même et à moi-même professionnellement pour pouvoir m'autoriser à faire ça. Avant, j'étais encore avec ce syndrome de l'imposteur à me dire dis-toi que c'est une salle comme les autres parce que tu sais pas si t'es à la hauteur. Maintenant, je sais que je suis à la hauteur et je peux apprécier la salle parce que je sais que je la mérite. Mais il m'a fallu beaucoup plus que 50 galères pour en arriver là en termes de confiance en moi. On y reviendra, tu me diras ce qui fait que maintenant tu sais que tu le mérites, mais c'est vrai que ce qui est presque un piège dans cette réflexion, c'est que en fait, soit on se dit c'est bon, c'est une salle comme les autres, on y va et donc en fait, du coup, on n'a pas le stress, mais on n'a pas l'émotion positive qui va avec. Mais en fait, l'inverse, ce serait de se dire « Oh là là, c'est incroyable, on va faire le Casino de Paris, tu te rends compte ?» Mais donc en fait, ça te rajoute un stress énorme. Par exemple, moi, je suis contente de faire le premier live d'InPower au Bataclan le 9 septembre. Félicitations. Merci. Quand les gens me disent, tu vois, oh là là, mais c'est ouf, tu vois, je rejette un peu le truc en me disant non, reste focus sur juste ce que tu as à délivrer, organiser un super show. Mais j'ai l'impression que le fait de me répéter que c'est incroyable me rajouterait trop de stress, même si potentiellement derrière, du coup, la joie serait proportionnelle à ce stress-là. Je sais pas si ça vaut le coup. Je sais pas si ça vaut le coup avant le show, mais ça vaut le coup de se poser bien 10-15 minutes après le show et d'accepter que mission accomplie et que la rigueur que tu t'es infligée, parce que c'est aussi des fois une souffrance, a payé ses fruits. Maintenant, tu mérites de croquer dans au moins l'un d'entre eux. Parce que c'est le Bataclan, que c'est un projet que tu as commencé il y a des années qui maintenant arrive jusque-là et va continuer encore plus loin jusqu'à Bercy. Et donc, du coup, c'est important aussi d'apprécier ça. Moi, j'ai la chance, pour répondre à ta question tout à l'heure, j'ai commencé à réaliser que je le méritais, pas parce que je commençais à me le dire, mais parce qu'en fait, les fans, au fur et à mesure, ont commencé à me le faire ressentir. Quand je suis parti en tournée pour Drag Race France saison 1 pour la première fois, il y avait tellement d'émotions. Et je pourrais te parler, tu vois, j'ai une carrière aux États-Unis, j'habite aux États-Unis, je pourrais te parler de mes premières grosses scènes aux États-Unis, etc., ou à l'international. Je mentirais que de dire que c'est la même émotion qu'en France. En France, c'était hyper émouvant parce que c'est un pays qui, pour moi, avait besoin de ce genre de représentation-là. C'était un honneur d'être à la tête de ce mouvement et de, du coup, pouvoir me recevoir cette claque d'émotions date après date, ville après ville, en province, à la capitale, etc., par des parents, des grands-parents, des enfants, des personnes queer, des queens, des kings, des créatures, des enfants. C'était incroyable et du coup c'est comme ça en fait que quand t'as tout le monde qui crie Niki, Niki, Niki non-stop après ta performance, t'es obligé, ou alors vraiment c'est que t'as un problème, tu vois, mais t'es obligé en fait de réaliser ce qui se passe et c'est vrai que ça m'a permis de me sentir plus légitime dans mon rôle. Comment tu as créé Niki ? J'ai pas vraiment une formule parfaite. Je pense que Niki, elle a commencé à arriver très tôt. Elle est arrivée la première fois que j'ai vu la méchante dans Blanche-Neige. Elle est arrivée la première fois que j'ai battu le boss de fin dans Final Fantasy. Elle est arrivée la première fois que j'ai regardé Sailor Moon. Elle est arrivée la première fois que j'ai regardé la Team Rocket dans Pokémon. Elle est arrivée à chaque fois. Alors c'était souvent les méchantes de dessins animés ou de jeux vidéo, faut le dire, parce qu'elles sont mieux gaulées et mieux lookées. Et c'est vrai que j'ai toujours été attiré par le sexe féminin qui est pour moi le sexe fort, cette force de caractère mais aussi physique, de savoir utiliser ses atouts pour jeter un sort entre guillemets aux gens qui daignent poser le regard sur toi. Et j'ai trouvé ça toujours plus fun aussi en termes de mode. Vous pouvez beaucoup plus vous éclater que nous. C'est vrai. Et donc du coup, j'ai réussi en fait à connecter mon aura qui est beaucoup plus créatif, féminin de temps en temps, à cet avatar, cette super héroïne que je me suis créée pour m'exprimer. Mais c'était avant tout un hobby.
J'avais même pas conscience du drag. Je savais même pas ce que c'était le drag vraiment quand j'ai commencé à faire Nikki. Parce que moi, quand j'ai commencé dans le milieu de la nuit, à Paris, il y avait très peu de représentation artistique queer. T'avais des sublimes femmes trans sur scène dans les soirées gays, Tyra, Sarah Jones, etc. Avec des gogos qui étaient très souvent stéroïdés et hétéros, légèrement, pas que légèrement homophobes aussi. Donc du coup, je me disais, waouh, elles ont ce charisme sur scène que j'adorerais avoir. Elles portent des looks que j'adorerais porter. Mais pourtant, je me sens pas forcément partager la même vérité qu'elles. Et c'est que quand je suis allé à la Club Sandwich pour la première fois, donc c'est une soirée qui date d'il y a un moment. Tu n'as pas l'air de connaître, donc du coup, j'imagine que tu es plus jeune que moi. Ne confirme pas, s'il te plaît. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois des drag queens. Et c'est là que je me suis dit, ok, c'est pas une femme trans, c'est un homme, la journée, mais qui s'habille en femme pour performer. Et c'est comme ça que j'ai compris que je voulais vraiment explorer cet aspect-là. Et en fait, si tu regardes bien, j'étais fan de Cher, j'étais fan de Lady Gaga, j'étais fan de Madonna, j'étais fan de plein de Prince, de David Bowie. Et en fait, c'est du drag. Ils sont tous créés un avatar pour pouvoir s'en sortir. Marilyn Monroe, c'est du drag. Et même à notre échelle, à nous tous, quand on se lève le matin, qu'on est tout nu, qu'on a chanté une chanson dans la douche et qu'on décide de s'habiller et choisir quel look on va mettre pour se faire respecter par son patron ou pour se faire sauter par notre date, c'est du drag. Et donc du coup, j'ai vite compris en fait que ça avait complètement du sens de vouloir faire ça, vu ce que je voulais faire sur scène en tant qu'artiste. Qu'est-ce que tu ressens de différent quand tu passes en Nikki? Qu'est-ce qu'elle t'apporte que ne t'apporte pas Karl? Au fur et à mesure que j'évolue dans ma carrière, elle m'apporte plus... Je suis désolé, Nikki, désolé. Mais elle m'apporte plus grand-chose parce qu'en fait, au fur et à mesure d'avoir emprunté ses pouvoirs, j'ai réalisé très vite qu'en fait, que j'avais accès à ses pouvoirs à tout temps. Et donc du coup, Karl, il est vachement plus sûr de lui, spontané, mais à la base, Nikki, elle me permettait d'avoir une spontanéité qui était sans faille et surtout de m'en foutre du regard des gens. Je dis toujours que le drag, c'est un doigt d'honneur glamour à la société et ça me permettait vraiment de ça, de me dire, je suis littéralement du pain béni à toutes vos insultes, donc vous allez faire quoi? Et en fait, plus tu es face aux gens, et moi, ils te font chier parce que c'est trop d'infos, ils savent même pas comment commencer. Alors que si tu commences à te cacher, que t'es un peu mal à l'aise, c'est ça que les gens, ils aiment bien être Sherlock Holmes. Et essayer de trouver un peu comment ils peuvent te titiller, etc. Alors que si je suis là, what you gonna say, bitch? What you gonna do? Et donc, tu as subi moins de haine, de critiques en étant Nikki qu'en étant potentiellement Karl qui s'assume moins, quoi. Clairement. Karl, à 18 ans, qui était un peu Nikki mi-Karl au quotidien, hein, parce que faut savoir que je me suis affirmé en tant que garçon quand j'ai commencé à faire Nikki. Donc je dis toujours que je suis devenu un homme en m'habillant en femme. Mais c'est parce que vraiment, avant ça, j'avais un sentiment d'inachevé. J'étais tout mélangé en même temps. J'avais besoin de m'exprimer. J'avais besoin de montrer que être un garçon, c'est pas que ce qu'on m'impose. Et en fait, en créant du coup cet avatar-là, ça me permettait aussi de me réveiller en moi et de me dire, bon, maintenant, Karl, c'est qui? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et vraiment, morphologiquement même, je me suis affirmé. J'ai aussi vieilli du coup, mais j'ai commencé à devenir beaucoup plus homme, même dans mes traits, dans ma morphologie, dans mon comportement, parce que j'avais maintenant un canal pour alimenter toute cette créativité. She's here. Qu'on peut admirer ici. Voilà. Pas trop proche, ne zoomez pas, merci. Qu'est-ce qui se passe à 23 ans? Pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là que tu sors de la galère? Parce que je commence à bosser en tant que maquilleur. J'abandonne ce rêve que tout enfant, tout fils ou fille à papa ou maman a envie d'être, c'est-à-dire la fierté de sa famille. Ma mère a toujours voulu que je fasse de longues études parce que j'étais déjà assez doué à l'école, bien que fainéant. Donc j'ai failli sauter 2 fois de classe, mais du coup je me reposais vachement sur mes lauriers. Et donc quand j'ai eu mon bac ES, je voulais à tout prix avoir un bac plus 5, plus 6, plus 7. Sauf que financièrement et la réalité de la vie ne pouvaient pas me permettre de faire ça. Et donc après 3 ans à essayer de joindre les deux bouts, à être tout le temps à plus de 2000 € de découvert, etc., j'ai finalement arrêté mes études
pour faire une année sabbatique et essayer le maquillage parce que c'est quelque chose que je voulais faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser chez MAC. Et c'est comme ça que du coup, j'ai commencé à avoir un vrai salaire, un SMIC, hein, mais un vrai salaire qui me permettait de payer mes factures, payer mon loyer, avoir mes tickets resto, avoir un 13e mois, pouvoir partir en vacances. Ça, c'est des choses qu'avant, je ne pouvais jamais me permettre. Ou alors, c'est toujours des amis à moi qui allaient m'aider, et tu te sentais toujours un demi-humain. Tu vois, tu devais toujours dire merci à tout le monde parce que viens, on sort ce soir. Ah bah non, je peux pas, je suis à découvert. Non, mais c'est bon, c'est moi qui te paye un verre. Et ce sentiment-là, pour t'affirmer en tant que jeune adulte, c'est hyper toxique. Ouais. Donc, c'est vraiment mon premier boulot qui m'a permis de vraiment m'affirmer, en fait, tout simplement. Et de devoir dire merci à personne. Parce que c'est bien beau d'être poli, de pouvoir compter sur les gens, d'avoir une solidarité amicale, etc., choisir sa famille. Mais pour l'ego, je dis pas qu'on doit vivre que d'ego, attention, mais c'est important d'en avoir un. Et c'est vrai que j'avais du mal à me respecter moi en tant qu'adulte parce que je pouvais pas subvenir à mes besoins. Quelle est ta motivation à cette époque pour te réveiller le matin? Payer mon loyer. Non, c'est déjà... non, mais et parfois, ça fait du bien, tu vois, d'être terre à terre. Hein. Non, c'était vraiment de pouvoir avoir une revanche sur la vie, avoir une revanche sur un héritage familial qui n'est pas forcément celui que plein d'autres de mes camarades avaient, c'est-à-dire un patrimoine, un papa, une maman. Moi, j'ai eu qu'une maman, ça me va très très bien d'ailleurs, mais je n'avais pas eu de grands-parents, d'oncles, de tantes, de personnes chez qui je pouvais passer un week-end ou qui allaient pouvoir m'apprendre un transfert de sagesse par rapport à leur vécu, etc. Donc j'étais vraiment voué à moi-même et du coup, je me levais tous les matins en me disant tu vas réussir à te créer toi-même ton propre coffre-fort de connaissances. Et c'est pour ça que la majorité de mes amis sont beaucoup plus âgés aussi, je pense. Avec la maturité, j'ai appris que fallait bien que je cherche la sagesse quelque part. Et du coup, j'étais toujours beaucoup plus attiré par les personnes plus âgées que moi. Les gens de mon âge me faisaient chier. Et j'ai trouvé toujours moins mature que moi, du coup. Some people would say I'm an old soul, I don't know. C'est ce qu'on me dit aussi, là. Ok, all right. Mais du coup, voilà, je pense que j'ai utilisé mes propres moyens à moi pour survivre. Et tous les matins, je voulais aller me coucher le lendemain en étant un peu plus en sécurité que la veille. Quand est-ce que ça change? Quand est-ce que tu peux te permettre de sortir d'un pragmatisme vraiment absolu? Je pense que c'est quand j'ai déménagé aux États-Unis. Quand j'ai déménagé aux États-Unis... T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 25 ans. Ok. 25 ans. Et je me permets enfin de me mettre en freelance. Parce que je bossais à l'époque chez Mac. J'arrive aux États-Unis. Je vais pour signer chez Mac à San Francisco, au Mac Pro. J'étais, oh là là, je vais au Mac Pro. I made it. Et en fait, mais vraiment comme dans les films, je prends le stylo, je vais pour signer. J'avais une lettre de recommandation de la France, tout était parfait. Et en fait, il y a mon esprit qui a bloqué ma main et qui a dit mais t'as pas quitté ta famille, ta culture, ta langue, tes amis pour retourner dans les mêmes murs et faire exactement le même job que tu faisais à Paris. Et du coup, j'ai dit, mais je suis désolé, je sais pas pourquoi, je pense que je vais le regretter, mais je peux pas signer le contrat. Et le lendemain, je me suis présenté à une agence de maquillage et j'ai été signé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être en freelance. Ouais, parce que les loyers à San Francisco, c'est quelque chose aussi. Ah oui, là, c'est mais quoi que Paris, vous commencez à pas mal rattraper. Ah hein. ouais. Depuis que je suis parti, je connaissais pas de loyer à 2400, 2500 pour 2 chambres. Donc, you're getting there, sadly. Mais donc, du coup, le passage au freelance, ça a été le plus gros stress de ma vie parce que je me suis dit mais merde, si j'ai pas de clients, j'ai rien, j'ai pas d'aide, j'ai pas d'APS, j'ai pas de déjà. C'est clair. Et donc en plus mais à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais eu le cran de le faire, que je commençais à rentrer dans mes comptes et que je commençais à créer un portfolio de clients, etc., le sentiment d'accomplissement, il était tel qu'en fait, c'est devenu comme une drogue de se dire, mais putain, j'y arrive tout seul, quoi. Et du coup, je me pavanais à tous mes amis qui étaient encore maquilleurs. Je disais, mais il faut que tu te mettes en freelance, mais fais comme moi, regarde, moi, je suis arrivé, toi aussi. Parce que je voulais vraiment la même chose pour eux. Mais c'est vrai que ce sentiment d'entrepreneur, il est arrivé à ce moment-là. Et c'est là où j'ai commencé vraiment pour la première fois de ma vie, à pas forcément checker mon compte après chaque transaction, tu vois. Et là, c'est quoi qui commence à te driver alors, si c'est plus payer les factures? Là, maintenant, après, la drive, c'était d'avoir le plus d'argent possible pour ne plus jamais retourner là d'où je viens. Et je pense que j'ai encore un peu des résidus de ça. Ouais. Je bosse
non-stop toute l'année parce que je sais jamais de quoi est fait demain, parce que je veux pouvoir aider les personnes à qui je tiens si besoin, parce que j'aimerais bien être propriétaire à un moment donné dans ma vie et que je sais que la santé que j'ai maintenant, ça sera forcément la meilleure que celle que j'aurai dans 10 ans. Donc c'est maintenant ou jamais. Mais je me fais violence d'une manière je connais plein de gens qui me disent je sais pas comment tu fais et la vérité est que moi non plus. T'es allé voir un psy? Alors, je pense que tout le monde devrait en avoir un. J'ai fait, parce que j'ai fait une grosse dépression quand je suis arrivé à New York. En fait, je me disais, quand j'étais à San Francisco, j'arrivais pas forcément à avoir la carrière que je pensais mériter d'avoir. Mais je me disais, t'es pas dans la bonne ville, c'est pas l'endroit, San Francisco, c'est pour la tech, il faut que t'ailles à New York. Quand tu vas aller à New York, tout va changer. Et quand je suis arrivé à New York, tout va changer, oui, mais la compétition, elle est rude. Ouais. T'es personne dans une énorme jungle de gens qui ont la niaque. Et donc, les 2 premiers mois, quand j'avais du mal à... Bien que j'avais quand même le plus gros client de toute ma carrière de maquilleur, qui était à l'Empire State Building, ça suffisait pas pour moi. Et du coup, à chaque fois que j'avais 5 jours, 10 jours non-stop sans bosser, dans mon esprit, c'était c'est toi, c'est à cause de toi. Là, t'as pas d'excuse, t'es à New York. Et ça, c'était horrible. Je me suis fouetté tout seul. Et là, j'ai dit, je pense qu'il faut que j'aille voir un psy, parce que ça va pas du tout. Et du coup, j'ai vu un thérapeute pendant plus de 5 ans, une fois toutes les 2 semaines. Et ça m'a beaucoup aidé à accepter l'info et dire, je t'entends, mais pas maintenant. Et du coup, réussir à vraiment comprendre que ça, c'est pas forcément l'instinct, c'est aussi la peur. Et que du coup, j'ai réussi à apprivoiser tout ce néant qu'on comprend pas forcément encore beaucoup. Et qui d'ailleurs, en France, on comprend encore moins que dans d'autres pays parce que c'est encore hyper tabou, c'est vu comme une faiblesse de devoir aller voir un psy, on est fou, on est faible. Alors que par exemple aux États-Unis, on peut critiquer, il y a plein de choses à critiquer sur la mentalité et la culture américaine, mais s'il y a bien quelque chose qui moi m'a beaucoup aidé, c'est qu'ils ont une approche de la mental health qui est quand même vachement plus saine que nous. Il y a une citation d'un auteur que j'aime bien, qui est passé sur le podcast d'ailleurs, Jonathan Lehman. L'important, c'est pas de savoir si cette pensée est vraie, c'est de savoir si elle est utile. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. En effet, dans ce genre de moment, notamment, on est dans la culpabilité, on est dans l'autoflagellation, pour diverses raisons. Alors, Dieu sait que je ne partagerai jamais l'idée que l'on contrôle ses pensées ou qu'on peut choisir ses pensées, mais en tout cas, si on y arrive, ou les fois où on y arrive, juste se dire, par exemple, si t'es en train de ruminer sur quelque chose que t'as mal fait ou un client que t'as pas booké, se dire genre, ok, et alors ? Est-ce que cette pensée est vraie ? Est-ce qu'elle est utile ? Ouais. Et essayer le plus possible de la mettre de côté. Il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas. Mais en tout cas, voilà, là où t'as raison, c'est que en fait, on s'en fiche. Parfois, nous, on a l'impression que notre pensée est vraie. Et en fait, en discutant avec des gens, tu te rends compte que c'est juste une interprétation. Et ça, je trouve ça fascinant. Ouais. Parce que parfois, je me dis, j'aimerais tellement pouvoir me mettre le point de vue de l'autre dans ma tête. Et genre, j'y arrive pas, quoi. Ouais. C'est le biais de l'interprétation. On approche tous la vie de notre propre prisme. Du coup, c'est très compliqué d'avoir... à partir du moment où tu abandonnes l'envie de pouvoir voir la vie sous tous les angles, tu es beaucoup plus... En paix. Beaucoup plus en paix avec toi-même. Et surtout, quelque chose qui, pour moi, a été vital, c'est de comprendre qu'en fait, les sentiments, c'est pas des faits. C'est pas des faits. Donc, c'est pas parce que ton esprit normalise quelque chose et arrive à te convaincre de quelque chose que c'est un fait. Et ça m'a énormément aidé à... En fait, c'est bizarre parce qu'on se dit toujours, fais-toi confiance, si ton instinct... Et je pense que ça, il y a quand même... C'est important aussi, je pense à mon humble avis, qu'on devrait apprendre aux gens qu'il y a une nuance même à ce niveau-là. Oui. Son instinct, faire appel à sa conscience, etc. C'est très important, certes, mais la peur, elle se cache aussi dans l'instinct parce qu'elle connaît que ce qu'elle connaît et elle va essayer de repousser au maximum ce qu'elle ne connaît pas. Et ça peut se mimiquer comme l'instinct. Et il y a plein de gens qui, malheureusement, restent coincés dans leur vie parce qu'ils font confiance à leur instinct alors qu'en fait, ils suivent juste leur peur. Ouais. Et je pense que ça a été quelque chose qui m'a mis beaucoup de temps à déprogrammer, mais qui m'a énormément aidé à être plus curieux, à m'aventurer vachement plus dans des eaux troubles. Et en fait, non, c'est pas qu'elles sont troubles, c'est juste qu'elles sont différentes des eaux que j'ai connues avant. Et que il faut juste checker. Et si au pire des cas, je perds pied, je retourne là où je viens, c'est tout.
Comment t'es sortie de cette dépression? C'est une très bonne question, je ne sais pas. Je pense qu'au fur et à mesure, elle s'est atténuée. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'entourer, j'ai commencé à avoir des amis à New York, j'ai commencé à me recréer un environnement et j'ai commencé à me faire ma place. Mais je pense qu'on dit toujours à New York qu'il faut accepter. Alors en français, ça va sonner beaucoup plus sexuel, je vous le dis. Il faut attendre que la ville t'avale et elle te recrache au bout de 3 ans. Et si t'es encore là après 3 ans, t'es un New-Yorkais. Et c'est vrai qu'après 3 ans pile, c'est le moment où je me suis dit « Ah non, mais je suis très bien ici, je bougerai plus. » Mais c'est une ville très très compliquée pour faire sa place. C'est très très dur. Qu'est-ce qui fait, tu penses, que tu as réussi à faire ta place là où d'autres essayent chaque jour sans le succès qu'ils espèrent? Parce que j'ai pas mis la charrue avant les bœufs. Parce que ça fait longtemps que j'avais pas dit cette expression. La bonne France. Ouais, ouais, j'ai pris mon temps et je me suis laissé aller au fur et à mesure. Je bossais, donc j'assurais mes arrières financièrement. Mais par contre, je me suis aventuré dans plein de différents groupes de personnes. Et c'est ça la richesse de grandes villes comme New York, Londres, Paris, Barcelone ou même Tokyo. C'est qu'il y a tellement de groupes d'artistes, de gens hyper intéressants qui te permettent en fait, même toi, de changer aussi en tant qu'adulte et de te complexifier. Et c'est comme ça que moi, du coup, je me suis stimulé culturellement et j'ai continué à me développer en tant qu'artiste pour pouvoir devenir une version de moi-même que je connaissais même pas avant. Mais que je voulais du coup encore. Il y a plein de choses que je veux intégrer, de choses que j'ai vécues, de gens de mon entourage, de shows que je peux voir à Broadway ou off-Broadway ou off-Broadway ou à Brooklyn. Et c'est des choses qui me permettent d'avoir un aspect unique à ce que je fais. Quelles sont les différences principales, tu observes, entre Karl, Nikki, avant cette expérience aux États-Unis et aujourd'hui? Comment est-ce que ça t'a fait évoluer? Déjà, j'ai pu me professionnaliser dans mon art. Parce qu'à l'époque, quand j'habitais encore à Paris, c'était très très difficile de vivre du drag ou même faire de la musique. Le fait d'arriver aux États-Unis, de pouvoir voir comment le drag était vachement plus mainstream là-bas et de pouvoir carrément faire une carrière, d'avoir utilisé la plateforme en participant à RuPaul's Drag Race, du coup de devenir une personnalité publique. Et ça m'a permis, Nikki en fait a permis à Karl d'accéder à des rêves qui étaient difficiles pour lui d'accéder seul, comme la musique et la scène. Et donc du coup, je pense que les États-Unis, elles m'ont clairement permis d'être un artiste professionnel et qui réussit, tout simplement. Et qui du coup maintenant peut utiliser son influence pour faire changer les choses en France. Et c'est un travail qu'on fait du coup depuis, alors je le fais pas seul du tout, mais parce qu'on a une communauté drag en France et queer en général qui mérite de pouvoir avoir ce genre d'opportunités et grâce à une émission comme Drag Race France, on arrive à faire ce genre de choses maintenant. C'est très beau, je trouve, je sais pas si le terme de sororité est le plus adapté, peut-être adelphité, dans la communauté drag. J'ai vu un show il y a 2 semaines que j'encourage à voir. Si je me trompe pas, c'est Chris and the Queens, Chris and the Kings. Bon, je le mettrai dans les notes. Bon, peut-être que c'est juste superficiel, mais j'avais l'impression qu'il y avait eu un vrai lien, mais fort, quoi, qui est au-delà de l'amitié entre chaque drag qui performait ce soir-là. On reste une communauté d'artistes qui reviennent de loin déjà et surtout on a un respect mutuel pour ce qu'on apporte à la communauté mais ce qu'on apporte aussi sur scène et encore une fois en France ça reste encore quelque chose d'assez underground, c'est encore assez punk et du coup ça permet de vraiment fédérer une communauté autour d'un art et c'est surtout c'est notre football à nous, enfin, c'est aller voir des shows drag, c'est un art queer qui est apprécié par la communauté queer mais pas que justement. Et on est fiers de pouvoir en faire partie. Et donc je pense que quand on est dans un cast d'artistes sur scène, on a un respect mutuel pour tout ce qu'on fait et on sait à quel point ça demande d'énergie, de temps, de santé, d'argent. Donc je pense qu'on se respecte beaucoup mutuellement. Ouais. Comment ça se passe pour toi l'aventure Drag Race aux États-Unis? Écoute, ça se passe, j'ai pas gagné. Donc, non, mais comment elle arrive même? Comment est-ce que dans ton bingo, un jour il y a tiens, Drag Race avec RuPaul qui apparaît? Pour être honnête, en fait, dès que j'ai mis les pieds aux États-Unis et que j'ai mis une perruque pour aller dans un club, j'ai entendu
oh, you have to apply, you have to audition, t'es faite pour Drag Race, tu vas forcément être prise. Moi, j'avais déjà du mal à me faire des potes dans la ville. Je m'attendais pas à aller sur la chaîne publique ou privée à la télé. Donc, c'était pas du tout mon but. Et moi, à ce moment-là, je voulais vraiment être maquilleur professionnel à temps plein parce que j'avais pas encore normalisé le fait que je puisse vivre du drag et que c'était un art respectable qui pouvait être performé sur les plus grandes scènes du monde, etc. Parce que je venais d'un pays qui n'avait pas encore autorisé ça. À part l'aspect cabaret, le transformisme, le drag n'avait jamais était autorisé à être en plein essor. Donc je n'avais pas normalisé ça comme étant quelque chose autre qu'un hobby. Et puis quand je suis arrivé à New York, que je passe cette dépression et que je commence à me sentir à l'aise dans des eaux que du coup j'ai maîtrisées, bah, je me repose la question et par curiosité, je remplis le questionnaire de la saison 12 parce que j'étais curieuse de voir comment les reines postulaient parce qu'on entendait apparemment que les étapes de candidature étaient telles que c'était hyper difficile d'en faire partie. Il y avait des milliers et des milliers de candidatures par an. Ah ouais. Il y a des reines qui ont postulé pendant 9 ans d'affilée avant d'être prises, etc. Donc je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a de si compliqué dedans? Donc je me suis challengé et au bout de 3 heures de questionnaire... ah oui. Ouais. Et ben, j'allais pour appuyer sur la croix parce que je ne comptais pas postuler. Et puis en fait, c'est ma main, encore une fois, qui a dit non, attends, t'as passé 3 heures à répondre à ces fichues questions, maintenant tu vas mettre soumettre. Par curiosité, j'appuie sur soumettre et je vais me coucher. Et le lendemain, bah, j'ai reçu un email, puis un autre, puis j'ai envoyé une vidéo. Et puis après, on m'a appelé pour me dire félicitations, tu fais partie de la saison 12. Donc j'ai auditionné qu'une seule fois et j'ai été prise tout de suite. Et tu es un cas à part ou... Non, je ne suis pas un cas à part. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui ont postulé une fois et qui ont été prises tout de suite. Je pense que je correspondais à un profil drag qui était unique et qu'ils n'avaient jamais vu avant. J'étais la première française à le faire. Tu t'étais pas finalement projetée dans cette émission, donc non. Ce qui est bien, c'est est-ce que tu y es arrivée sans attente? Ah bah oui, bah clairement, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas gagné. Parce que j'y suis vraiment allé en mode, bon bah écoute, qui vivra verra, voilà, je fais du drag, on va voir, je parle anglais, on va s'en sortir, on verra. Et puis en fait, tu te rends compte que que c'est pas juste une compétition, c'est l'Olympique du drag. Et les reines... Ah, c'est vraiment... Ça résonne particulièrement avec l'actualité. C'est Hunger Games. C'est vraiment comme ça que tu le ressens quand tu es sur cette scène. Et en fait, et les Américaines, déjà en général, elles sont vachement plus pushy. Et donc moi, quand je suis arrivé, je dis, oula, attends, je crois qu'elles le veulent beaucoup plus que moi, ce truc. Vas-y, prends-la, ta couronne, salut. Et en fait, le fait de voir que, bah, pour une fois, parce que j'ai tendance à toujours réussir ce que j'entreprends, de pas réussir ce que j'avais entrepris, c'est moi qui avais postulé, donc c'était ma faute si j'avais pas réussi. Ça m'a donné une telle hargne que du coup, ma vengeance envers la vie, pas forcément envers les reines ou quoi que ce soit, mais pour moi-même, c'était, bah toi, ta couronne, ça va être ta carrière. I think I did that. La meilleure des revanches, j'ai envie de dire. You said it, not me. Parce qu'en fait, le fait de le formaliser ne suffit pas à le faire advenir. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait qu'une fois que tu te mets ça en tête, tu es réussi à dérouler derrière? Qu'est-ce qui change finalement dans la façon dont tu opérais jusqu'à présent? Il y a la notoriété, ok. Il y a la notoriété, mais ça suffit clairement. Pas. Alors ça suffit pas du tout. Et d'ailleurs, j'avais encore... Je peux même te dire que j'ai eu pas mal de bâtons dans les roues parce que la notoriété a été éliminée assez tôt. Donc du coup, tu dois faire doublement tes preuves parce que les gens se sont fait une opinion sur ce qu'ils ont vu de toi à la télé. Et Covid. Ah. Parce que moi, j'étais diffusée. Après les 2 premiers épisodes, on était en confinement. Donc, pas de tournée mondiale, pas de moyen de faire de l'argent, pas de moyen de voir les fans. T'es sur Instagram Live. Voilà. Et en fait, là, je me dis, bon, bah là, c'est vraiment gros quand même. Non seulement t'as perdu, mais en plus de ça, t'es coincé. Donc, et puis en fait, je pense... Et ça, c'est vraiment, j'adorerais pouvoir poser des mots dessus. Peut-être qu'avec un peu plus de thérapie ou plus de podcast, ça va venir, voilà. Mais il y a quelque chose que j'ai toujours eu pour moi, c'est que je sais que je vais arriver quelque part. Je sais jamais par quelle porte je vais y arriver et j'y vais porte par porte. C'est-à-dire que la première étape, c'est ça. Il y a cette branche, bon, on va prendre cette branche. Et il y a toujours, la voie, elle se libère à droite, à gauche, en haut, en bas. Et j'arrive toujours à arriver. Et 2 ans après, je dis putain, ben, j'y suis arrivé. Mais je fais confiance au destin, mais je sais que pour arriver à faire confiance au destin, il faut que je bûche. Mais j'ai pas Mais il n'y a pas de recette miracle. Ouais. Mais donc tu m'aurais dit à 3 ans, tu vas avoir cette carrière-là, tu vas aussi... Mais je t'aurais dit, mais bien sûr.
Je savais pas. J'ai pas pensé Mais à si, faire. c'est quoi le terme envision? Tu l'imaginais quand même. Sincèrement, la connaître fait des anglicismes. Je... C'est ta Bienvenue faute. dans ma vie. Je sais pas si j'envisageais la carrière que j'ai maintenant, mais j'envisageais avoir une carrière. Ouais. J'envisageais exceller à quelque chose et j'envisageais de pouvoir vivre de mon art. Maintenant, est-ce que ça allait être par la musique? Est-ce que ça allait être par sortir un livre? Est-ce que ça allait être par faire un documentaire de voyage? Est-ce que ça allait être par être la présentatrice de Drag Race? Je sais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai planté des graines à chacun de ces pots. Et en fait, ben, quand tu te rends compte qu'en fait, c'est pas mal de Ouais. parcourir plusieurs pistes, Ouais. parce que des fois, il y a des choses qui prennent, il y a des choses qui ne prennent pas, mais il y a plein de choses qui arrivent et je pense que Voilà, s'il y a un message que j'aime faire passer, c'est retrousser vos manches et bosser. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va prendre. Et ce que je trouve rassurant aussi dans ton message, c'est le fait qu'on n'est pas obligé de savoir très exactement là où on veut aller. Non. Je trouve que c'est parfois un peu les dangers de la manifestation ou autre loi de l'attraction, ou même des conseils, tu vois, de podcasts américains, c'est en gros, tu peux pas atteindre un objectif si jamais déjà tu ne sais pas vraiment quel objectif tu vises. Oui, voilà, j'ai jamais écrit 50 fois tous les jours sur une feuille blanche Ouais. I'm gonna be a millionaire, I'm gonna be a... Non. Et en fait, je trouve que parfois c'est juste, je sais où j'ai à peu près ce qui me fait vibrer, Ouais. où j'ai envie d'aller, Exactement. ce que j'ai pas envie de faire, mais on n'est pas obligé de savoir qu'on veut dans 5 ans devenir voilà, la performeuse la plus connue en Inde. Enfin, tu Ouais. vois, alors que pendant longtemps, il y a eu un discours où il faut avoir l'objectif de fin pour pouvoir dérouler le plan pour y arriver. Et ça, je trouve que c'est un peu anxiogène. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens de ma génération, et même d'ailleurs d'autres, qui naviguent dans ces eaux troubles et qui essayent juste de saisir ce qui, à un moment donné, les fait vibrer et voir ensuite où ça les mène, quoi. Bah, après, je pense qu'il y a, pour moi, je me suis jamais mis en tête, je veux devenir la plus célèbre, je veux devenir la plus riche, je veux devenir la plus connue. Pour moi, ça c'est hyper toxique. Je pense pas que c'est. En fait, c'est mettre l'énergie au mauvais endroit. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être la meilleure personne possible au quotidien, de m'éduquer au maximum, d'être passionné, d'avoir un point de vue de vraiment être animé par ce que je fais. Après, du coup, cette passion, elle va s'exprimer sous différentes formes. Plus je vais développer mon art, plus je vais développer ce que j'ai à dire, plus je vais développer un point de vue et plus je vais pouvoir l'exprimer différemment. Encore une fois, tu m'aurais dit que j'allais sortir un livre sur l'art du drag à la française. Je t'aurais jamais cru. Parce que même écrire un livre, c'était même pas dans mes projets proches ou lointains. Mais à partir du moment où tu te rends compte, tu te dis, bah, je crois que je suis légitime. Je peux utiliser ma plateforme pour mettre en avant aussi des artistes, parce que c'était pas juste un livre sur moi. On présentait plus d'une dizaine d'artistes, que ce soit Queen, King, Créature, et partager leur parcours de vie. Et moi, j'ai toujours aimé utiliser aussi mon dos, ma cape, ce qu'on veut appeler, pour porter aussi une communauté qui n'a pas forcément eu la chance d'en vivre. Et c'est pour ça que j'ai fait les voyages de Nikki, où j'ai pu partir en Inde, en Grèce, au Japon et au Mexique. T'as même rencontré des moines. Ouais, j'ai rencontré un moine qui porte des talons et qui se maquille. J'ai rencontré une communauté transgenre en Inde absolument incroyable. J'ai rencontré la communauté du troisième sexe au Mexique. J'ai rencontré des lesbiennes de Lesbos en Grèce. Et en fait, ça, c'était parce que je me disais, puisque des cons comme Zemmour, Le Pen, Bardella, ou ce genre de choses essaient de nous dire que la non-binarité, le genre, etc., c'est un phénomène de mode, moi, je vais aller dans des pays où culturellement, ça existe depuis la nuit des temps. Je vais vous montrer qu'en fait, fermez-la. Et ça, je savais, c'était une idée farfelue que j'avais. J'en ai parlé à une boîte de prod qui voulait à tout prix faire un truc avec moi. Et pendant 2 ans, j'ai pas eu de nouvelles jusqu'au moment où ils ont pitché l'idée. Et ça s'est fait. On a eu un pilote, on est parti en Inde et on a adoré. On a fait la saison 1. Mais encore une fois, si tu me dis comment t'en arrives, je peux juste te dire que j'ai planté une graine et elle a poussé. Et je sais que j'ai mis l'eau avec amour dans le pot. C'est tout ce que je peux te dire. Mais il n'y a pas de solution miracle. Je sais juste que je mets l'énergie là où il faut parce que j'y crois. Il y a un sujet sur lequel j'avais envie de t'interroger qui vraiment me questionne à titre personnel. En tant que féministe qui essaye de faire comprendre aux femmes que ce qui compte, c'est ce qu'elles ressentent plus que ce à quoi elles ressemblent. Mm-hmm. Et ce qui m'a interpellée quand je suis allée voir ce show drag et de manière générale dans la culture drag, c'est
la lumière qui est mise sur l'apparence physique. C'est le fait qu'on insiste beaucoup sur le fait que t'es belle. Enfin, tu vois, c'est vraiment le vocabulaire que moi j'essaie un peu de bannir, tu vois, et de complimenter les femmes sur autre chose que leur apparence. C'est au contraire quelque chose que vous vous appropriez. Et donc ça m'interroge beaucoup. Je me demande pourquoi. Je me dis qu'il y a une raison qui fait que finalement, pour vous, ça devient au contraire presque une arme, là où nous, on essaye presque de s'en détacher. Mais parce que je pense que toi et vous essayez de vous en détacher au quotidien parce que vous vivez comme ça. Mais nous, c'est une arme scénique. C'est une arme qu'on va utiliser à notre avantage pour faire rêver, pour divertir, pour choquer, etc. Et en fait, c'est réutiliser des codes pour but d'être sur scène. Maintenant, je dis toujours à nos fans féminines que le drag, pour moi, c'est toujours et avant tout une ode à la femme et pas une caricature de la femme, mais on va évidemment emprunter des codes et on va les exacerber au maximum pour montrer qu'en fait, on peut utiliser ce genre de choses-là, mais c'est un déguisement, un masque. C'est un déguisement et c'est un masque et c'est surtout, c'est pas un but dans la vie. Je m'attends pas à ce qu'une femme soit habillée comme ça au quotidien. Déjà, rien que moi, ça me fait chier d'être corsetée et assis depuis 1h10 sur cette chaise. Tu mais vois. non, t'adores. C'est pas simple. Oui, bien sûr, j'adore. Donc non, c'est pas simple, mais je pense que ça permet aussi aux gens de se dire, bah ouais, la beauté aussi, c'est juste performatif. Ça ne doit pas être une réalité. J'ai pas besoin d'être belle ou beau au quotidien. Crois-moi que la majorité du temps, quand je suis pas comme ça, on a l'impression que je suis en pyjama. Parce que la beauté, je l'utilise quand j'en ai envie. Ouais, c'est ça qui est fort en effet. Et c'est pas normatif. C'est pas choisi. normatif et c'est pas naturel, surtout. Il y a plein de femmes, d'hommes ou de personnes en général qui pensent avoir perdu à la vie parce qu'ils sont pas beaux de naissance. Nous, on vous prouve que la beauté, elle se fabrique aussi. Et on la fabrique pas parce qu'on en a besoin, on la fabrique pas parce qu'on a envie d'être aimé, on la fabrique parce qu'on a envie de se kiffer. C'est égoïste la beauté, c'est pas pour l'autre. Et je pense que ce que tu dis en société, c'est qu'on en a marre d'être validé par l'autre. Mais moi, la beauté, j'en ai rien. Tu pourrais me trouver moche maintenant, j'irai quand même me coucher avec le sourire. Ça ne change rien à ma vie. Je le fais parce que quand je me regarde dans le miroir, je me dis I would fuck you. Quelle critique t'atteigne encore ? Quand on met les mauvaises énergies derrière des actions ou des mots que j'ai pu dire, quand on ne s'éduque pas assez sur... Alors, peut-être pas s'éduquer parce que je dois à personne le fait de devoir s'éduquer sur ma personne, mais quand on ne connaît pas quelqu'un et qu'on a tendance à réinterpréter ses propos, ses convictions, ouais. ses propos, etc. Ça m'énerve un peu. Mais sinon, je suis très très peu atteignable, vraiment. Mais encore une fois, je pense que c'est parce que j'en ai pris plein la gueule depuis tout petit. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis né à Marseille. J'ai déménagé dans les Caraïbes pendant 7 ans. Après, j'ai vécu au Maroc de l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans. Moment où j'ai commencé à me rendre compte que... voilà. Donc du coup, c'était pas forcément le pays le plus simple pour me révéler comme une personne différente. Donc en fait, maintenant, peu importe ce que je peux vivre... Been there, done that. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui n'ont pas encore cette sagesse par rapport au regard de l'autre ? Je me rappelle quand j'étais plus jeune et que j'avais vraiment ce besoin de sagesse, de partage, etc. J'étais mais vraiment vénère d'entendre les célébrités nous donner des conseils à dire « Just trust yourself. You'll get there. » Ah ouais. Donc, tu t'en fous du regard des autres. Vraiment, c'est pas important. Ça voulait rien dire pour moi. Bah ouais. Ça rentrait là, ça ressortait là. C'est facile à dire pour rien. toi. Je perdais 5 minutes de ma life à entendre quelqu'un qui avait un appartement, une voiture, un mec et un private jet à me dire n'écoute pas ce que les autres te disent. Donc je vais pas vous dire ça. Écoute ce que les autres pensent de toi ou te disent. Il y a un moment donné où tu vas en avoir marre et tu vas faire ça et tu vas passer à autre chose. Et je pense vraiment que malheureusement, il y a un vécu qui n'est pas... substituable. Je pourrais donner la recette par A plus B de la vie. Tant que tu l'auras pas vécu, tu pourras pas le... Mais par contre, foncez la tête la première, faites des erreurs, blessez-vous, faites-vous tromper, faites... Et voilà. Faites des erreurs, vivez. Il y a un moment donné où vous allez vivre encore plus ou encore mieux ou peut-être un peu moins fort avec l'expérience passée qu'on a eu. Mais je pense que c'est impossible de laisser la peur gérer ou sanctionner nos vies. Sur quoi tu as encore envie de travailler,
toi, personnellement? Continuer à m'éduquer. Il y a plein de sujets encore que je pense que je maîtrise pas à la hauteur que j'aimerais maîtriser. J'ai envie de continuer à me perfectionner dans la musique notamment, parce que voilà, j'ai un projet musical qui est sorti il y a pas longtemps et j'adore faire ça, j'adore composer. À chaque fois que j'ai 4 jours d'affilée chez moi à New York, je commence à péter un câble, j'appelle mes potes producteurs et je commence à écrire, à composer, à aller en studio. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore et j'ai envie de continuer là-dedans. J'ai envie de pouvoir maîtriser des instruments de musique aussi pour être encore plus autonome. J'adorerais continuer les voyages de Niki. La liste est longue, j'ai encore plein de choses à apprendre et j'aime la vie, j'aime me lever le matin et continuer à me casser la gueule et à me relever et à rire et à pleurer. Et voilà. Tu réagis comment quand tu te casses la gueule? Parce que t'as quand même l'air d'être perfectionniste et je ne t'imagine pas te dire « Oh, c'est pas grave, on fera mieux demain ». Tu serais surprise. En fait, sur scène, je vais être très perfectionniste. Je vais avoir du mal à accepter de ne pas réussir à hoster un événement, de ne pas être à la hauteur de 1500 personnes en face de moi, de décevoir un promoteur qui m'a payé pour venir faire la Pride dans sa ville. Ça, je vais être très très dur avec moi-même là-dessus. Par contre, d'avoir eu le cran d'essayer un projet, qu'il n'est pas forcément abouti ou que c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à mes fins que ce que j'avais prévu, tu serais surprise, mes équipes sont là, j'ai pas d'ego. Mais vraiment pas d'ego, mais surtout parce que je vais pas lâcher en fait. Tu peux me dire non, je vais revenir et revenir et revenir jusqu'à que tu dises oui. Et généralement, j'espère que t'es pas pareil en amour. Hein? J'espère que t'es pas pareil en amour. Le consentement, tout ça. Non, alors pour le coup, non, je pense que je suis assez classique, toxique là-dessus. J'ai du mal je fais rarement la cour parce que je pense que j'ai encore ce truc de timidité où tant que tu m'as pas prouvé que toi tu m'aimais. Ouais. Je vais pas m'autoriser moi-même à penser si je t'aime. C'est vraiment la peur du rejet quand même. On en revient un peu. Ah bah ça c'est. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper compliqué à déprogrammer si t'as pas vécu, si t'as pas reçu d'amour de plusieurs personnes au quotidien. Moi j'ai une famille, j'ai ma mère et ma petite sœur, point. Donc quand t'as pas de père, d'oncle, de tante, en fait oui, t'as encore plus peur de l'abandon que d'habitude. Mais en même temps, j'ai toujours eu énormément de mal avec cette faiblesse-là. Il y a plein de gens qui sont en parfaite harmonie avec ça, qui vont être un livre ouvert en disant « Oui, non, mais tu sais, c'est parce que j'ai peur que tu vas... » Non, moi j'ai un ego assez toxique là-dessus aussi. Je déteste être dans cette situation-là. Et il m'a fallu beaucoup d'amis, beaucoup de gens pour commencer à me dire je pense que là, tu peux baisser un peu la garde, ça va. Au pire des cas, si ça fonctionne pas, t'as toujours tout ça. Mais oui, c'était des eaux beaucoup plus troubles. Ce qui est dur avec l'amour, c'est que c'est un des seuls endroits où on n'a pas vraiment le contrôle et où c'est pas vraiment rationnel. Donc en fait, même si tu te dis non mais c'est bon, en fait cette personne, je peux lui faire confiance, elle m'a prouvé à plusieurs reprises, elle va pas m'abandonner et tout, mais en fait ça se ressent plus que ça ne se réfléchit quoi. Exactement. Et c'est quelque chose que tu peux pas contrôler. Et on adore contrôler tout dans notre carrière, dans nos vies. Donc c'est dur, mais après, on grandit, on avance et on trouve mieux généralement juste après si ça s'est pas fonctionné, donc ça va. S'il y avait une ressource, ça peut être un livre, un film, un docu, que tu as lu, vu, et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait lequel? Il y a tellement de moyens de répondre à cette question. Ouais. Vraiment quelque chose qui t'a marqué, tu vois, où tu te dis putain, ça, j'aimerais que les gens le vivent. Ouais, c'est compliqué. Je pourrais te dire toute la discographie de David Bowie, je pourrais te dire le livre La couleur pourpre, mais je pourrais aussi te dire Sailor Moon, je pourrais aussi te dire Mémoire d'une geisha. En fait, j'ai appris beaucoup de plein de films, de plein de livres, de plein d'artistes différents qui m'ont permis en fait de répondre à certaines questions de ma vie, mais j'ai pas... Genre si là demain ta petite sœur fête son anniversaire, tu peux lui offrir un livre qu'elle a pas encore lu, tu lui offres quoi? La couleur pourpre. Je pense que ce livre, il m'a permis très tôt, et le film d'ailleurs avec Whoopi Goldberg, le premier film, pas la comédie musicale, m'a permis très tôt de comprendre l'importance d'être un allié aux personnes racisées, de comprendre le vécu qui a été le vrai vécu, la réalité de ce que c'était à l'époque, pas de dire oui non mais c'est fini. Ce film et ce livre, il te ramène à ce moment-là. Et du coup, ça m'a permis très tôt de comprendre que je peux pas juste ne pas être raciste, qu'il faut que je sois activement allié à la cause. Et
ouais, je crois que c'est en fait le premier livre que j'ai lu qui m'a vraiment fait comprendre l'importance qu'on pouvait avoir l'un envers les autres. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? La dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois. La dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois. La dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois. Si je dis une 5e fois, ça va venir. L'année dernière, je suis allé pour la première fois dans le pays de mes rêves et c'était le Japon. Ah ouais. Je suis parti à Tokyo, qui était du coup un peu le sanctuaire de toute cette culture qui m'a animé, sauvé quand j'étais adolescent. Et j'avais des caméras qui me filmaient. Donc je pense que quand tu regardes Les Voyages de Nikki, l'épisode de Tokyo, tu vois vraiment l'enfant à l'intérieur de moi s'exprimer, à regarder les yeux écarquillés un peu tout et tomber encore plus amoureux de cette culture que je regardais de loin. Faut savoir qu'en France, on est le pays le plus consommateur de jeux vidéo et de mangas après le Japon. Donc on est quand même vachement baigné avec cette culture-là. Quand j'étais plus jeune et que j'avais pas encore beaucoup d'amis parce que j'étais pas à l'aise avec moi-même, mon exutoire c'était Internet et c'était les jeux vidéo, la fantaisie, parce que ça me permettait de recréer une réalité que je pouvais pas avoir au quotidien. Donc le fait d'être dans cette ville-là en particulier, ça m'a vraiment fait un bien fou et je sais que ça a pansé des plaies que j'avais de plus jeune. Ouais. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre? Alors je sais que t'as interviewé un peu tout le monde, t'as même à l'international, donc je peux vraiment te dire qui je veux. With my best English accent. Je crois que j'adorerais, mais tout simplement parce que je pourrais l'écouter des années et des années, c'est Michelle Obama. Ah bah, spot on. Ah ben, Quand on me retourne la question, c'est toujours Michelle Obama. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Je t'enverrai la vidéo que j'ai réalisée sur YouTube il y a 2 ans. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est à la rencontre de Michelle Obama. Parce que j'ai été invitée au lancement de son livre à Washington. Oui. Et donc, un peu comme toi, j'étais en mode, en fait, je vais la rencontrer. Je ne prends pas non pour une réponse. Et donc, j'ai joué des pieds, des mains, des coudes pour l'interviewer, ce qui n'a pas pu se passer à ce moment-là. Mais un jour, tu vas y arriver. Mimi, j'en doute pas. si tu nous entends. J'en doute pas. Mais voilà, pour moi, c'est une femme incroyable et je reste persuadé que si demain elle venait à se présenter au présidentiel, on n'entendrait même plus parler de Trump. Bah, on a besoin de toi, Michel, là. Please, Michelle, hurry up. Ouais, we love you. 2 dernières questions pour toi. Normalement, il n'y en a qu'une, mais je suis obligée d'en rajouter une, qui est: quel resto tu recommandes à New York? Quel resto je recommande à New York? J'ai fait littéralement 6 vidéos sur les restaurants que je teste à New York. Je suis Alors, toujours à la recherche de nouvelles adresses. Alors, si t'as le mal du pays et que tu veux vraiment une ambiance française, à tel point que quand tu sors du resto, t'oublies que t'es à New York, ça s'appelle le Baratin. C'est à West Village et j'aime tellement cet endroit. D'ailleurs, le Baratin, si vous m'écoutez, on vous kiffe. C'est vraiment la brasserie à la bonne franquette, avec la musique à fond. Et il y a une solidarité entre Français qui habitent aux États-Unis qui est folle. Et en plus, c'est les Français cool. Tu vois, c'est vraiment ceux avec qui tu ferais la fête, même à Paris. Ou en province d'ailleurs. Et si je devais penser à un autre resto, je dirais... C'est un restaurant georgien. C'est une cuisine qu'on ne connaît pas énormément en France. Et ça s'appelle Shawamama. Il y en a un à Upper West Side, donc à côté de chez moi, et un à Union Square. Et c'est très très bon. Je ne connaissais pas du tout cette cuisine et j'aime beaucoup. Je mettrai ça dans les notes. Bon, on ira ensemble. Oui, ma soeur jumelle vit là-bas. C'est vrai? Ouais. Elle She abandoned me. Elle a un podcast aussi? Non. The Same One in English? Non. Faut pas qu'elle interviewe Michelle Obama avant toi. Quand même. Alors là, t'inquiète, elle me fera la passe D. Du coup, c'est l'excuse pour aller la voir et manger et ramener dans ma valise des cookies le vin bakery. C'est mon rituel. Mais ça vieillit bien ça dans l'avion? Je mange la moitié avant, mais ouais. Après les autres, je les donne aux gens, donc c'est moins grave. Ils sont tellement bons. C'est vraiment du four. Le double chocolat. Je chiale. Ouais. Vraiment, j'ai déjà pleuré. Et donc, la dernière question, la question signature du podcast, ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Prendre le pouvoir de sa vie, ça signifie se laisser guider par sa vie et apprendre de ses expériences et accepter avec le sourire les différentes étapes de sa vie, vraiment, malgré la complexité de certaines étapes, d'apprécier qu'on est en vie, qu'on a un but dans la vie, une passion, et de se donner à fond, tout simplement. Et il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas tout l'argent du monde qui pourra te permettre d'arriver à tes fins. Il y a juste toi, ta passion, ton sourire et ton ouverture au monde et aux gens, surtout. Et de sans cesse s'autoriser à que la transformation opère, en fait, tout simplement. On évolue sans cesse en tant qu'humain et se nourrir des autres. Voilà.
Merci beaucoup, Niki. Merci à toi. C'était hyper chouette. J'ai vraiment beaucoup appris. Donc, c'était vraiment un vrai plaisir. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, te suivre, découvrir tes derniers projets, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram, à TheNikiDoll. Aussi sur Twitter, je suis beaucoup moins. Et puis, écoutez, pour l'instant, j'ai pas besoin d'OnlyFans, donc pas d'OnlyFans. Mais vous pouvez écouter ma musique. Pour l'instant. Écoute, we never know. Vous pouvez écouter ma musique qui est sur Spotify et sur toutes les plateformes. Je viens de sortir un nouveau single qui s'appelle I Had a Dream et un clip qui est disponible sur YouTube. Et vous pouvez me voir sur scène à la rentrée avec Drag Race France saison 3. Tout le cast dans toute la France. Et vous verrez encore et encore et encore parce qu'encore une fois, je n'arrête jamais. Et j'adore vous voir. Et voilà, encore plein de belles choses ensemble. On a hâte. Merci beaucoup, Niki. Merci.